Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, merci de votre présence ce matin pour cette émission spéciale. Comme chaque jeudi au plus près des grands débats nationaux, vous le savez, qui ont lieu dans les régions grâce à nos multiplexes avec les télés locales et les réseaux de télévision et de la presse quotidienne régionale, notamment le réseau VIA. Dans un instant, on va se rendre donc dans ces différentes régions dans le Nord avec Jean-Michel Laubry pour WEO, la chaîne du groupe La Voix du Nord, vous le voyez. Alors Nouvelle-Aquitaine avec Bastien Loquet pour TV7 à Bordeaux, c'est le groupe Sud-Ouest. Et en Occitanie avec le maire Jean-Luc Moudangue de Toulouse qui est en direct et en duplex grâce à VIA Occitanie. Voilà, tout de suite Bordeaux, le choc a été rude. L'annonce qu'Alain Juppé va quitter son mandat pour rentrer au Conseil constitutionnel. Avant de se plonger dans des débats, on va commencer par ce coup de théâtre. Hier à Bordeaux, Alain Juppé va donc quitter la mairie, être nommé au Palais Royal. Bastien Loquet de TV7 nous attend. Bonjour Bastien, comment réagissent les Bordelais ce matin ? Bon, écoutez, bien évidemment, ça a été une surprise générale pour tout le monde ici à Bordeaux, pour les adjoints d'Alain Juppé, bien évidemment, comme pour les Bordelais. Je vous montre la une du journal Sud-Ouest, la fin d'une histoire, une fin assez brutale, assez surprenante pour tout le monde, un petit peu ici, bien évidemment. Alors, dans son communiqué, Alain Juppé met en avant le fait qu'il avait pris sa décision il y a plusieurs mois déjà de ne pas se représenter pour les prochaines municipales. Il devait annoncer cela à la fin des élections européennes, mais visiblement, eh bien, le calendrier a été un petit peu bouleversé par cette proposition de siéger au Conseil constitutionnel. Et donc, Alain Juppé a annoncé, donc, vers 17h, 17h15 hier, qu'il démissionnait de son poste aussi bien à la mairie de Bordeaux qu'à Bordeaux Métropole. Maintenant, la grande question, c'est que va-t-il se passer à présent ? On devrait avoir des renseignements plus complets à l'occasion d'une conférence de presse qu'Alain Juppé doit tenir ce matin même à 11h pour expliquer, dit-il, ses choix aux Bordelaises et aux Bordelais. Plusieurs noms circulent, notamment des proches, bien évidemment, d'Alain Juppé pour la mairie de Bordeaux, le nom de Nicolas Florian est notamment en train de circuler. Pas celui de Virginie Calmels, qui a toujours eu un petit peu de mal à s'intégrer véritablement à la vie bordelaise ici. Et puis, il y a un autre pôle très important, la métropole, donc Bordeaux Métropole, qui sera le nouveau président. Et bien là aussi, un nom circule, c'est l'actuel maire du Bouscat. On devra en savoir là aussi davantage et ce matin à 11h et aussi demain à l'occasion d'une séance plénière justement de Bordeaux Métropole. Bastien Loquet, en direct du journal Sud-Ouest de TV7. Bastien Loquet, on va écouter Alain Juppé, c'était il y a quelques jours, il évoquait la crise des Gilets jaunes. On va regarder si cela peut expliquer une partie de sa décision. On l'écoute. Je pense que maintenant, il faut le dire franchement, ces manifestations deviennent de plus en plus intolérables parce qu'elles génèrent systématiquement, et quoi qu'en dise la majorité des Gilets jaunes, des comportements scandaleux. Avec des bris de vitrines, du saccage de mobilier urbain, des graffitis injurieux, bref, toutes sortes de déprédations et de violences physiques qui deviennent inacceptables. Et donc je lance un appel vraiment à arrêter ce genre de manifestations. Il y a un grand débat qui est en cours et c'est là que l'on peut s'exprimer. Alors, Bastien Loquet, vous êtes en duplex en direct de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest à Bordeaux. Est-ce que ça peut expliquer ce départ précipité, vous l'expliquiez tout à l'heure, de la mairie de Bordeaux? Est-ce qu'Alain Juppé, au fond, n'a pas été très touché de ce qui s'est passé à Bordeaux à l'occasion de ces manifestations très violentes des Gilets jaunes? On le voyait samedi après samedi, acte après acte. Je ne pense pas sincèrement, peut-être qu'on aura des explications encore une fois tout à l'heure, mais que la situation bordelaise, en tout cas des Gilets jaunes, ait pu pousser Alain Juppé à annoncer donc sa démission. En revanche, le rôle de sage par rapport à la période que traverse la France peut en revanche peut-être expliquer aussi sa décision, mais d'un point de vue cette fois de politique plus global et national. Bastien Loquet, vous restez avec nous. Tout à l'heure, on reçoit Marlène Schiappa, c'est notre invitée politique. Vous savez que la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations sera notre invitée et on aura beaucoup de questions à lui poser, dont les vôtres. Donc vous restez surtout en duplex en direct avec nous de Bordeaux. Bordeaux où les commerçants
en ont ras-le-bol des manifestations des Gilets jaunes, vous le disiez, même sentiment un peu partout en France. Samedi après samedi, ils sont obligés de baisser le rideau. On va se rendre à Toulouse dans un instant. On nous attend le maire de la ville, Jean-Luc Moudenc, qui a été reçu hier à Bercy. Mais d'abord, ce reportage de Dominique Parmentier pour TV7, ce qui s'est passé à Bordeaux. Depuis le début du mouvement, on le sait, les commerçants du centre-ville de Bordeaux souffrent, en particulier les indépendants. Quel que soit le type de commerce, les clients ont déserté leur boutique le samedi quand ils ne sont pas obligés de fermer, tout simplement. Et avec le mouvement qui dure, les difficultés financières s'accumulent. Ce dont on souffre, c'est une baisse de 40% de notre chiffre d'affaires à peu près. Nous, on essaie de se rattraper la semaine. Après, on est quand même à moins 40 sur tous les samedis depuis 11 samedis. Et février s'annonce pas très bon. Et surtout, on n'a pas beaucoup de visibilité sur les réservations touristiques des mois de mars-avril. Il y a les commerces qui commencent à fermer. On n'a pas de nom précis, mais ça va prendre un peu de temps parce qu'aujourd'hui, on a des commerçants qui abondent leur commerce avec leur propre trésorerie qui ne se paye plus, mais qui vident leur compte pour faire vivre leur commerce. Donc à un moment donné, ça va bloquer. Alors ce qu'on vient chercher ici, c'est d'abord de se réunir avec d'autres commerçants pour ne pas être tout seul, parce qu'on a peu d'occasion de se réunir. Et ensuite, ce qu'on vient chercher, c'est un peu tout. C'est-à-dire que si on peut obtenir un rapport d'URSSAF, un étalement de TVA, de l'aide, un microcrédit, etc., on va venir tout chercher parce qu'on a besoin de se battre pour survivre. Mais toutes ces aides proposées et expliquées ici à la télé municipale par les différents intervenants, aujourd'hui, pour les commerçants bordelais, ça ne suffit plus. Et au moment où l'État a mis ça en place au mois de décembre, c'était des mesures efficaces pour alléger la trésorerie des entreprises. Maintenant que le mouvement dure, on va le dire, il faut que ça cesse. Il faut juste des exonérations maintenant. Puis maintenant, il faut que l'État redevienne un État fort et impose la loi républicaine. Moi, je pense que les pouvoirs publics, pour la partie des aides, ils sont là. C'est juste au niveau de la sécurité, on a l'impression que le boulot n'est pas fait, quoi. Quand on voit des commerçants menacés aux boules de pétanque, il y en a un, là, il s'est fait menacer parce que le manifestant voulait une bouteille d'alcool. Il y en a un, il s'est fait casser les marches de sa maison. Ça a servi comme pavé contre les CRS. Il y a des gilets jaunes qui urinent, qui insultent les CRS. Nous, on les a encore vus samedi sur le cours de l'intendance. Tout ça, à un moment, c'est stop. Bref, aujourd'hui, les commerçants bordelais en ont vraiment ras-le-bol. Voilà pour l'exemple bordelais, une des villes où la contestation est la plus forte, tout comme Toulouse d'ailleurs. Ça tombe bien, Jean-Luc Moudenc, bonjour, vous êtes le maire de la ville, vous êtes président de France Urbaine. Toulouse est devenue symbole et presque capitale des Gilets jaunes. Vous avez été reçu hier à Bercy avec d'autres maires. Est-ce que votre ras-le-bol a été entendu? Bonjour Jean-Luc Moudenc. On avait demandé effectivement à être reçus, nous les maires de grandes villes, et donc je conduisais la délégation. Alain Juppé d'ailleurs était juste à côté de moi, et on a traduit l'exaspération que sur le terrain maintenant on ressent bien. Il y a un moment où il y en a marre, et il y en a véritablement ras-le-bol maintenant, parce que c'est pas normal que nos villes soient dégradées, c'est pas normal que nos commerces soient mis à genoux samedi après samedi, c'est pas normal que nos concitoyens n'aient plus le droit de circuler librement le samedi dans leur centre-ville. Et donc nous avons dit au ministre qu'il fallait privilégier le rétablissement du maintien de l'ordre. On ne comprend pas parfois comment de samedi à samedi ça peut se passer toujours de la même manière sans que ça change. Et puis on a évidemment mis en avant la facture, parce que la facture des collectivités, elle s'élève à environ 30 millions d'euros maintenant sur les grandes villes pour les dégradations. Et puis, c'est le gros problème, celui des commerçants. Ça a été très bien expliqué pour Bordeaux, mais vous savez, Bordeaux, Toulouse, les autres grandes villes, c'est toujours la même chose. On était de la part de l'État dans une logique d'étalement de paiement des charges ou des impôts au mois de novembre, fin novembre. C'était sans doute valable, sauf que maintenant, 3 mois se sont écoulés, 13 samedis de manière consécutive. Et donc, il faut envisager autre chose, un effort plus important, des exonérations sur ces mêmes impôts et sur ces charges. Voilà, et donc on s'est quitté avec la mise en place d'un groupe de travail. Ça va durer 15 jours entre l'État et nous, et dans 15 jours, on aura mis en place, en tout cas c'est l'objectif qu'on s'est fixé, un plan d'action pour le commerce et pour nos villes. Jean-Luc Moudenc, vous êtes le maire de Toulouse, vous êtes en direct grâce à Via Occitanie, la grande chaîne TNT d'Occitanie. Airbus a annoncé la fin de l'A380, vous êtes le maire de Toulouse, de très nombreux emplois sont concernés, 3500 postes, dit-on. Je voudrais la réaction du maire de Toulouse à cette annonce d'Airbus.
Écoutez, ma réaction est celle de la déception. Après, je ne vais pas vous dire que je suis surpris, on le sentait venir. La 380 avait depuis quelques années maintenant des problèmes de commercialisation. C'est un avion qui était sans doute à l'avance sur son temps. C'était un très gros porteur conçu pour faire face à des projets américains. Et puis les compagnies aériennes, malgré la croissance du trafic aérien, n'ont pas donné suite, n'ont pas adhéré à cet appareil. Je le regrette parce que c'était vraiment un appareil magnifique, extrêmement performant. Il n'a pas trouvé son marché. Ce sont des choses qui arrivent parfois dans l'économie. Heureusement, Airbus a une gamme de production extrêmement variée, qui marche beaucoup, pratiquement 10 années de carnet de commandes devant lui. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Et donc je ne suis pas très inquiet pour les emplois. Jean-Luc Moudenc, vous étiez donc hier à Bercy, vous le disiez, avec Alain Juppé. Moi, j'ai une question un peu personnelle à vous poser. Est-ce que vous avez senti, à quelques moments de la discussion qui a eu lieu avec Bruno Le Maire, vous étiez entouré bien sûr d'autres maires, qu'Alain Juppé allait décrocher? Est-ce que ça a été une vraie surprise pour vous? Et est-ce que vous avez perçu quelque chose, je sais pas, dans son regard, dans sa manière de peut-être de moins s'impliquer dans la discussion hier à Bercy? Alors Alain Juppé était à mes côtés, effectivement. Je l'ai perçu un peu sur la réserve. Il a défendu Bordeaux, bien évidemment, comme chaque maire qui s'est exprimé devant le ministre de l'économie et des finances. Mais ensuite, il y avait une prise de parole devant les médias. Il est resté un peu en retrait. Voilà, en tout cas, il a défendu sa ville, hein, et il a fait son boulot jusqu'au bout. Ça, j'en suis le témoin. Merci beaucoup Jean-Luc Moudenc d'avoir été en duplex en direct de Toulouse grâce aux moyens de Via Occitanie, la grande chaîne TNT d'Occitanie, qu'on retrouve tout à l'heure. Il est à vos côtés avec Ludovic Brimboeuf qui sera à nos côtés pour interviewer Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui sera notre invitée. Merci encore Jean-Luc Moudenc et bonne journée à vous. Olivier Biscay, on reste en Occitanie avec vous. Vous êtes le directeur de la rédaction de Midi Libre. Une réaction à ce que vient de dire Jean-Luc Moudenc sur Airbus. Il avait l'air de dire, le maire de Toulouse, qui s'y attendait un peu. Ça va être tout de même un choc dans la région, j'imagine en Occitanie. 3500 postes supprimés, c'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. En pleine crise. C'est vrai que la région vit autour de cette économie d'Airbus. On savait bien en effet que si au plan du design c'était une bonne idée, au plan commercial c'était plus compliqué de commercialiser cette A380. Donc la région Occitanie va être impactée, mais on peut imaginer qu'il y aura des redéploiements de salariés d'Airbus évidemment dans la finale. Ça peut être parmi les thèmes des grands débats nationaux qui sont dans la région, qui arrivent là, l'emploi. Est-ce que vous sentez, vous en avez animé plusieurs, oui. Que c'est au fond ce qui concerne le plus les gens? Pouvoir d'achat, mais est une des thématiques. Mais ce qui revient surtout souvent, c'est les services publics, la continuité territoriale, faire en sorte finalement qu'au cœur des villes, au cœur des territoires, il y ait de la santé, il y ait moins de déserts médicaux, il y ait des trains, des transports. L'emploi est un des éléments, mais pas en tête de nos rencontres organisées ces derniers jours à Mende ou à Alès, comme on l'a fait avec Midi Libre. Bon, restez avec nous, vous êtes l'invité fil rouge de ce multiplex en direct en duplex des régions. On vient de Toulouse, on reste à Toulouse. On va rejoindre le rédacteur en chef adjoint de Via Occitanie, une chaîne partenaire du groupe dans lequel vous travaillez, groupe La Dépêche du Midi. C'est Ludovic Brimboeuf. On parlait de la ville de Toulouse, devenue symbole. Le ras-le-bol a pris le pas sur les débats. C'est bien le sentiment qui règne dans la ville. Ludovic Brimboeuf, nous le confirmez ce matin ou pas? Ah, ça, c'est sûr que je vous le confirme. Ici, à Toulouse, les actes se suivent et se ressemblent depuis plusieurs semaines. Depuis le 17 novembre dernier, Toulouse est effectivement une place forte de cette mobilisation, de cette fièvre du samedi après-midi. Tout comme Bordeaux, situé à 2 heures de route, ces deux villes sont des gros points de rassemblement pour ces manifestations. Alors pourquoi Toulouse? Plusieurs raisons. La première, c'est que la ville rose, depuis des lustres, aime sortir dans la rue. C'est une tradition que de manifester tant du niveau des syndicats que des associations, que de monsieur et madame tout le monde. Ici à Toulouse, on aime la castagne. Et puis il y a dans cette ville des mouvements extrémistes très présents, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, un cocktail explosif que l'on ressent depuis l'acte premier tout simplement. Enfin à Toulouse, souvenons-nous, ça reste la capitale de Feu Midi-Pyrénées, soit 8 départements sur les 13 que compte la région Occitanie aujourd'hui. 8 départements plus ou moins engagés selon les endroits, mais qui
convergent régulièrement à Toulouse pour être sûr d'être vus et entendus. Alors qu'en sera-t-il de l'acte 14 samedi prochain? Selon certains réseaux sociaux, on reviendra en arrière, retour à la case départ à l'acte 1, avec blocage de dépôts d'essence, 2 centres commerciaux en périphérie et bien entendu une manifestation prévue dans les rues de Toulouse samedi après-midi. Et je conclurai par une manifestation locale impactée par ce mouvement. C'est à Tarbes, la mairie de Tarbes, en Haute-Pyrénées, qui nous a indiqué avoir purement et simplement annulé samedi prochain son carnaval. Les bénévoles qui ont travaillé sur ce rendez-vous très prisé n'auront donc plus que leurs yeux pour pleurer. Ça change des lacrymogènes. Ludovic Brimboeuf en direct avec Via Occitanie, la chaîne TNT d'Occitanie. Depuis Toulouse, vous restez avec nous, puisque vous restez pour l'interview de Marlène Schiappa, qui sera notre invitée politique tout à l'heure, dans Territoire d'Info. Toulouse, reste que dans la région, les débats s'organisent tout de même. Les chefs d'entreprise ont eux aussi des revendications et avaient besoin de se parler. Ils se sont réunis cette semaine à Blagnac, donc Toulouse-Blagnac, à côté de Toulouse. Reportage de vous, Via Occitanie, on vous écoute. Je pense que la dette publique, c'est la mère de tous les maux de la France. Dépenses fiscales et fiscalité des entreprises, ce sont les deux thématiques portées par la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse lors d'un grand débat à Blagnac. Ce mardi soir, les chefs d'entreprise ont pris la parole à tour de rôle pour exprimer leurs propositions. Donc moi, ce que je proposerais, c'est qu'on assortisse le RSA d'une contrepartie de temps consacré à la collectivité. C'est-à-dire, vous recevez le RSA, vous devez du temps à la collectivité. Porter des repas aux personnes âgées, que sais-je. Une centaine de chefs d'entreprise étaient présentes à la CCI Occitanie. Moi je suis jeune créateur d'entreprise, donc je vais être confronté de plein fouet à tout ce qui se met en place, à tous les enjeux qui sont en train d'arriver. Et au-delà d'une information, c'est vraiment comprendre le contexte et voir vers quoi se dirige l'avenir. La fiscalité, ça me parle, déjà à titre personnel, et même pour l'entreprise. C'est vrai que c'est de plus en plus lourd. C'est vrai aussi qu'on paye de plus en plus, donc il faut peut-être trouver des solutions pour essayer d'alléger les charges des entreprises. L'intégralité de ce débat a été enregistrée, une synthèse sera ensuite transmise à l'Élysée. Voilà, Olivier Biscay est avec nous, c'est le directeur de la rédaction de Midi Libre. Vous venez de voir ce reportage, les chefs d'entreprise, les commerçants qui en ont marre, on l'a vu. Un sondage vient de sortir, 56% des Français estiment que la mobilisation des Gilets jaunes doit s'arrêter. On est à un tournant là de ce mouvement de contestation, Olivier Biscay. J'ai presque envie ça a de basculé, ça y est. Enfin, Cyril Viguier, parce que c'est vrai que ça fait quand même plusieurs semaines que l'impact est très négatif sur le territoire. On s'en rend compte, nous, sur l'ex-Languedoc-Roussillon, sur l'Occitanie. Les commerçants en ont assez. Il y a un impact économique, d'image également. Et je pense qu'on est très très loin des revendications du 17 novembre, rappelez-vous, où des retraités étaient sur les ronds-points, sur le terrain, pour appeler à plus de pouvoir d'achat et à la baisse du prix des carburants. On vous voit là, animant un des grands débats nationaux. C'était à Alès il y a quelques jours. Vous sentiez ça ou pas, que ça commençait à basculer? Ah oui, d'ailleurs dans la salle, on l'a bien vu, on était très très loin des revendications du début. On est vraiment là sur le pragmatisme, sur la réalité, pouvoir d'achat, service public, continuité territoriale, les transports. Il y avait quelques gilets jaunes d'ailleurs dans la salle, à Mende comme à Alès, c'était intéressant. Et ils n'étaient pas les gilets jaunes virulents que l'on a pu observer ces dernières semaines sur les ronds-points. Donc il y a un basculement, les gens veulent sortir de cela avec des propositions concrètes. On s'en est rendu compte dans ces débats et dans les courriers de lecteurs que nous recevons au quotidien. Oui, voilà, sur les sites numériques de la presse quotidienne nationale, de Midi Libre par exemple, vous avez vu ce basculement arriver? Oui, parce qu'il y a une telle violence tous les samedis. Vous le savez bien, on s'en rend compte, tous les samedis soirs, ça castagne, on disait à Toulouse, c'est le cas dans toutes les villes. Et les citoyens ne veulent plus aller dans ces villes où il y a du grabuge tous les week-ends, donc ils veulent passer à autre chose. Est-ce que le gouvernement a joué de ça ou pas dans sa communication, dans la manière dont Christophe Castaner est monté, vous savez, à l'Assemblée nationale sur ces sujets-là, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a entre guillemets une stratégie politique, c'est ce qu'on entend aussi. Je ne sais pas si c'est voulu, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ont été malins. Ils ont été plutôt bons, puisqu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui a été raillé pour ses grands débats, rappelez-vous, il y a quelques semaines, sort plutôt grandi de cet exercice-là. Il montre qu'avec un peu de lassitude, les Français sont passés à autre chose et ils sont passés désormais à la discussion. Ils ont besoin d'être écoutés. Impliqués. On s'en rend compte tous les jours. Il y a quand même 6000 débats qui ont été organisés, près d'1 million de contributions. Ça veut dire que clairement, les Français ont envie
de participer à l'évolution du pays. Alors Emmanuel Macron sera dans l'Indre aujourd'hui, il poursuit donc cette tournée lui-même pour des discussions à l'occasion du grand débat national. Vous attendez de la part du président de la République une inflexion des choses du coup? Vous voyez comment la stratégie de l'Élysée dans cette affaire? Là, je trouve très très compliqué parce qu'une fois qu'on a écouté, une fois qu'on a pris du temps, une fois qu'on a remonté les manches, on fait quoi? Quelles sont les mesures? Alors on évoque un référendum, mais sur quelle question? Comment sortir? Une fois qu'on aura dit voulez-vous la baisse de la TVA, la baisse du nombre de parlementaires, on sortira pas réellement des sujets. Donc il faut réellement qu'ils prennent des décisions. Je pense vraiment sur les services publics, c'est remonté partout. Sur la place du citoyen au cœur des débats. Beaucoup nous ont dit à Alès et Amande, on voudrait la reconnaissance du vote blanc par exemple. Le vote obligatoire, la responsabilisation des citoyens. Sur des sujets pareils, je pense qu'il a intérêt de prendre des décisions. Sur la baisse du nombre de parlementaires, je ne suis pas certain que c'est aux Français de le dire dans un référendum. Restez avec nous, Olivier Biscay. On va maintenant partir dans le Nord. On va rejoindre Jean-Michel Laubry, c'est le patron de la chaîne WEO, la chaîne du groupe La Voix du Nord. C'est notre partenaire ce matin. Jean-Michel, vous êtes à Lille. Vous avez animé hier un débat dans la ville de Denain, qui est considérée comme l'une des villes les plus pauvres de France. On vous voit d'ailleurs sur ces images. Il y avait du monde autour de vous. On va écouter un témoignage sorti de ce débat et puis on vous retrouve juste après. Vous allez nous raconter ce qui s'y est passé. Jean-Michel Laubry, à tout de suite. C'est vrai que les retraités qui ont du mal à finir leur fin de mois, en fait, cette demi-part a été supprimée. Et moi, j'aimerais bien que le gouvernement remette la demi-part supplémentaire pour les veuves et les veuves. Et puis également mettre l'électricité et le gaz au niveau de la TVA à 5% et non pas 20%. Parce que c'est vrai que c'est difficile à la fin du mois, quand on voit ce qu'on a consommé et ce qu'on paye comme taxe, c'est aberrant, quoi. Donc, mais c'est vrai que la demi-part supplémentaire pour les veufs et les veuves, ce serait bien. Voilà, Jean-Michel Laubry. Alors, qu'est-ce qui est ressorti de ce débat que vous avez animé hier soir? Oui, c'était le 5e débat que j'animais dans les Hauts-de-France. Il y avait plus de 200 personnes qui étaient présentes et un premier fait notable, pas mal de jeunes. J'ai relevé une vingtaine de jeunes de moins de 30 ans et il s'était fait rare jusqu'à maintenant dans ces débats. Alors il y a deux points forts qui émergent de ces échanges et des propositions qui ont été formulées. Premièrement, le premier sujet de loin, de très loin même, c'est celui de l'injustice sociale exprimée, vous l'avez dit, dans l'une des villes les plus pauvres de France. Alors j'ai enregistré là-dessus une trentaine de propositions. Parmi celle-ci, bien sûr, la réindexation des retraites sur l'inflation, rétablissement de l'ISF, on en a beaucoup entendu parler, baisse de la TVA aussi sur les produits de première nécessité. Une personne disait dont les produits d'hygiène. C'est important à entendre ça. Et puis, il y a eu un échange sur les classes moyennes qui, un gros débat a eu lieu autour de ça, ont été les oubliés des réformes sociales de ces 20-30 dernières années. Les élus n'étaient pas en reste puisqu'il y a eu beaucoup de propositions sur une réforme de leur rémunération, leur présence, leur engagement également. Le deuxième gros sujet, c'est celui de l'écologie, de la transition écologique. Alors bien évidemment, c'est un peu chaud parce que on venait d'entendre que 80-90 députés faisaient une proposition pour rétablir la taxe carbone, une taxe équitable. Donc on se rappelle que les débats étaient partis de là. Mais ce que j'ai noté, et ça c'est quand même très intéressant, c'est que les propositions sortent c'est à l'État de faire le boulot. Les propositions, c'est quel engagement des territoires, quel engagement de la population. J'ai entendu des propositions sur la taxe incitative sur les déchets. J'ai entendu des propositions sur le covoiturage. J'ai entendu également des propositions sur les transports en commun gratuits pour tout le monde. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et enfin, dernier point, c'est un gilet jaune. Ils étaient une dizaine hier qui me disaient, bon, vous savez, monsieur, tout ça, c'est de l'enfumage, mais je suis là parce que ça fait du bien de parler. Jean-Michel Laubry, vous êtes en duplex en direct grâce à WEO que vous dirigez, notre chaîne partenaire dans le Nord à Lille. Évidemment, vous restez avec nous puisque vous savez qu'on reçoit Marlène Schiappa tout à l'heure, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, et vous allez lui poser des questions. Vous savez qu'elle est très impliquée dans ce grand débat. Merci Jean-Michel Laubry. À tout de suite, vous restez avec nous. Olivier Biscay, on a vu Édouard Philippe hier soir à la télévision qui a été relativement malmené, qui apparaissait décalé par rapport notamment aux questions d'Ingrid Levavasseur, une des leaders des Gilets jaunes, qui a d'ailleurs annoncé qu'elle ne se présentait pas finalement aux européennes. Pourquoi ce Premier ministre est décalé comme ça?
Pour être honnête, moi je crois que l'exercice était complètement contre-productif. Je ne sais pas ce qu'il faisait là. C'est une erreur quoi de ces conseillers en communication de l'avoir envoyé dans ces débats. Oui, probablement une erreur de l'avoir envoyé à la télévision face à 10 Français, d'autant qu'on est en plein grand débat et que pas eu d'annonce. Il n'y a pas d'annonce. On ne sait pas très bien ce que va faire le président de la République à l'issue de ces grands débats. Et il est en décalage parce que qu'est-ce qu'on peut répondre à des familles qui vivent avec 1 000 euros, 1 200 euros par mois, qui sont en grande difficulté et avec un Premier ministre qui en effet ne peut apporter aucune réponse. Alors même que quelques jours avant, des députés ont appelé au rétablissement de la taxe carbone. Là encore, attention de ne pas mettre de confusion dans ces grands débats. Les Français sont impliqués. On parlait tout à l'heure du besoin de parler. Quand un Premier ministre vient pendant 1h30, 2 heures expliquer qu'il n'a aucune solution pour le moment et aucune réponse, ça bouleverse et je pense que ça n'aide pas les Français. Il y a deux types de grands débats nationaux, ce qui se passe à la télévision, dans les grands médias, et ce qui se passe dans une région comme la vôtre, animée par des gens comme vous. Marlène Schiappa, c'est visiblement, enfin jusqu'à présent, elle a fait le buzz en faisant ces grands débats à la télévision. On se rappelle de son émission avec Cyril Hanouna. Et vous considérez que vous avez votre rôle à jouer plutôt au plus près des gens, c'est ça ? Je pense qu'un quotidien régional est bien sûr là pour informer, mais là aussi pour être acteur sur le territoire. On est des relais, donc on passe la parole. Et ce qui était important de voir, ce qui m'a frappé, c'est ce respect, cette écoute entre les citoyens. On voyait bien qu'il y avait des gens très différents, qui ne pensaient pas la même chose, qui ne votaient pas la même chose, mais ils débattaient, argumentaient sur des propositions concrètes. Et l'un des rédacteurs en chef disait tout à l'heure, je ne sais pas si ça va être utile, disait un gilet jaune, mais j'ai besoin de parler. C'est ce que j'ai vu moi pendant les débats. Merci beaucoup Olivier Biscay d'avoir été mon invité ce matin. Vous dirigez la rédaction de Midi Libre, ce grand journal d'Occitanie. On passe à la météo des territoires ensemble avant de recevoir Marlène Schiappa après le Zap Monde également qui sera après la météo. Mais tout de suite, c'est le temps qu'il fait en France. Vous allez voir, il fait beau partout aujourd'hui. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans quelques instants, c'est Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, qui sera notre invitée politique en direct sur ce plateau. Tout de suite, on va regarder ce qui se passe quand même du côté du reste du monde. Avec la crise au Venezuela, Juan Guaido annonce que l'aide humanitaire entrera dans le pays le 23 février. C'est le Zap Monde de TV5 Monde, ce que vous devez retenir de l'actualité du monde. On se retrouve après, à tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Depuis quelques jours, le pont transfrontalier de Tienditas est l'épicentre de la crise vénézuélienne. C'est là que sont stockés les vivres et les médicaments envoyés par les États-Unis sous la protection des autorités colombiennes. Carla est venue de San Cristobal au Venezuela implorer une aide urgente. Son père doit remplacer son pacemaker. Au Venezuela, ça vaut $6 500. Il y a encore un an, l'opération était gratuite. Mais on nous a dit que si on voulait y avoir accès, on devait être pistonné par quelqu'un de haut placé. Nous n'avons personne. Je suis personnellement, pour ainsi dire, cloîtré à la maison depuis une semaine. À ne pas pouvoir sortir parce que la plupart des routes, des principales artères de Port-au-Prince sont coupées avec des barricades, avec des groupes, généralement des jeunes gens. Et c'est presque
exclusivement masculin, très jeune et assez violent. On trouve un petit peu un aspect gilet jaune dans ce mouvement protéiforme qui n'a pas de véritable leader, qui n'a pas de véritable idéologie. Tous ces hommes sont des survivants. Le 17 décembre, ils ont fui à la nage ou en pirogue sur ce fleuve qui sépare les deux Congos pour échapper aux tueurs. Plus d'un mois après les faits, ils ont accepté de retourner à Bongende, le village le plus touché par les tueries. L'abbé Nestor a perdu 25 membres de sa famille. Imaginez, il y a eu des centaines de morts, des tueries, des massacres, disons un génocide, mais on n'a même pas organisé un deuil national et que les morts sont restés autant de jours sans sépulture. Les tueurs étaient tous de la communauté Batende. Tous ces rescapés sont Banounous. Qui a commandité cette épuration ethnique et surtout à quelle fin? Impossible pour l'instant d'être formel.